Et bonjour à tous, c'est le commandant et on se retrouve pour la vidéo top 15 de mes pépites d'Aether Drift. Alors je voulais pas sortir la vidéo trop tard puisque les pré-releases sont ce soir et demain toute la journée. Du coup, je voulais que ça sorte avant demain. Donc la sortie boutique officiellement c'est ce soir. Euh, et du coup vous pouvez, enfin il y a des chances que certaines de vos boutiques locales les aient déjà eues en avance. Donc peut-être que vous en avez déjà ouvert ou acheté. Sinon, la sortie officielle en grande surface, c'est le 14. Voilà. Alors, du coup, on va passer tout de suite au top 15. En 15e position, le bœuf au pavois. Alors, le bœuf au pavois, c'est une 2-2 pour 2 qui fait que quand il attaque, s'il est scellé, vous mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée. La mécanique scellée, c'est un peu comme la mécanique pilotée. Donc vous engagez n'importe quel nombre d'autres créatures que vous contrôlez dont la force totale est supérieure ou égale au chiffre de scellé, en l'occurrence ici 1. Donc n'importe quel token fait globalement l'affaire, puisqu'il faut juste un de force pour pouvoir le sceller. Et du coup, quand il attaque et qu'il est scellé, vous mettez un marqueur +1/+1 sur une créature. Et là où il est très fort, c'est que vous pouvez le sacrifier pour que les créatures que vous contrôlez avec des marqueurs sur elles acquièrent la défense talismanique et l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Du coup, ça va être très fort dans les decks marqueurs, que ce soit +1/+1, ou même les decks marqueurs qui donnent des capacités. S'il y a du blanc dedans, ça sera ouais, très très fort. Et du coup, je pense qu'elle mérite sa place dans le top 15, parce que pour un tour 2, il est assez simple à sceller. C'est-à-dire que T3, si vous l'avez joué T2, T3, vous pouvez attaquer, vous pouvez déjà mettre des marqueurs. Il est très bon, et je trouve qu'il a même un potentiel d'être jouable dans un deck token, puisque certains deck tokens favorisent même le fait de mettre des marqueurs +1/+1 sur leur token. Du coup, je pense que il est très bon, ça sera joué, et je pense qu'il a bien sa place dans le top 15. En 14e position, l'étincelle éthérique. Alors l'étincelle éthérique, c'est le premier Planeswalker artefact équipement du jeu. Des Planeswalker artefacts, il y en avait déjà. Des Planeswalker artefact équipement, il y en avait pas, du coup c'est le premier. Et là où il est fort, c'est que tant qu'il est attaché à une créature, il peut pas être attaqué. Et à chaque fois que la créature inflige des blessures de combat pendant votre tour, vous mettez autant de marqueurs loyauté sur lui. Donc là où il va être très fort, c'est que vous le jouez pour 4. Vous faites le +1, donc vous l'attachez à une créature. Vous mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Donc ça veut dire que là, il est déjà à 5 de loyauté. Et il suffit que votre créature mette au moins 5 dégâts. Le mieux serait 6 pour qu'il puisse survivre, mais 5 c'est déjà bien. Si jamais il met 5 dégâts, ça veut dire que le tour suivant, vous pouvez déjà faire l'ulti. Et l'ulti, ajouter 10 mana d'une seule couleur de votre choix, bah c'est très très fort. Parce que même dans un deck bicolore, voire tricolore, ça peut être jouable. Sachant que dans les decks équipements, je pense qu'il sera rentrable assez facilement. Et du coup, bah, c'est un excellent Planeswalker. Ajouter 10 mana, je pense que c'est quand même assez broken suivant le deck que vous jouez. Donc il a sa place encore une fois au top. Bon Planeswalker. En 13e, Mu Yanling. Alors Mu Yanling, je l'ai mis parce qu'elle donne le vol. En gros, les véhicules que vous contrôlez ont le vol. Et à chaque fois qu'au moins une créature avec le vol que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, vous piochez. Alors, elle a des stats correctes. Pour 4, c'est une 2-4. Et quand elle arrive, vous allez créer un véhicule 3-2 avec pilotage 1. Donc ça fait de la création de tokens. Ça crée des véhicules. Dans un deck véhicule, elle est très très forte puisque donner le vol au véhicule, bah en fait, suivant les decks, s'il n'y a pas de vol en face, vous allez vite, vite remporter la partie. Et elle est forte sur le fait que à chaque fois qu'une créature, à chaque fois qu'au moins une créature avec le vol que vous contrôlez affiche des blessures de combat à un joueur, vous piochez. Donc si je dis pas de bêtises, normalement c'est par joueur. Donc ça veut dire que vos 3 adversaires comptent. Et du coup, vous pouvez piocher jusqu'à 3 cartes supplémentaires lors de votre phase d'attaque. Puisque du coup c'est une créature avec le vol qui touche chaque adversaire. Il me semble que normalement ça devrait trigger à chaque fois. Du coup ça fait 3 cartes, enfin jusqu'à 3 cartes supplémentaires. Et du coup elle est très forte. Je pense que même hors des decks véhicules, si vous jouez un deck avec énormément de vol, un deck dragon, un deck fée, je pense que c'est des decks qui seront contents d'avoir la carte parce que ça fait de la très bonne pioche. En 12e position, Gonti, ministre de la nuit. Alors Gonti il est dans le top puisque c'est une carte politique et fun.
C'est une 3-4 pour 4 qui fait qu'à chaque fois qu'un joueur lance un sort qu'il ne possède pas, ce joueur crée un trésor. Et à chaque fois qu'une créature inflige des blessures de combat à l'un de vos adversaires, son contrôleur regarde la carte du dessus de sa bibliothèque et l'exile face cachée. Il peut la jouer tant qu'elle reste exilée et dépenser du mana de n'importe quelle couleur. Donc là où il est politique, c'est le fait que vous allez favoriser le fait que vos adversaires veuillent attaquer vos adversaires avant vous. Donc, par exemple, votre adversaire de gauche va vouloir attaquer votre adversaire de droite et l'adversaire en face de vous, puisque s'il l'attaque, il peut exiler, la jouer et potentiellement créer des trésors. Donc ça peut favoriser justement le fait que vous descendiez vos adversaires plus vite. Ça favorise la création de tokens. Et il est très fort dans les decks du type Tasha ou encore Gonti. Gonti qui est le préconstruit de Outlaw of Thunder Junction. Donc c'est une très bonne carte qui je pense que même en général peut être assez jouable et assez fun à jouer en game. Donc c'est une très bonne carte que j'ai mis dans le top, je l'aime bien. En 11e position, Chandra, chasseuse d'étincelles. Alors, elle n'a pas des stats incroyables, puisque pour 4, elle arrive avec 4 de loyauté. Mais au début du combat, pendant votre tour, choisissez jusqu'à un véhicule ciblé que vous contrôlez. Jusqu'à la fin du tour, il devient une créature artefact et acquiert la célérité. Donc, globalement, ce que ça fait, c'est que durant votre phase de combat, Chandra va... c'est comme si elle pilotait un véhicule, et en plus, il aura la célérité. Donc, si vous venez de jouer un gros véhicule, il pourra attaquer direct. Ou si vous jouez... ouais, c'est tout simplement. Si vous jouez des gros véhicules, ils pourront attaquer direct. Ensuite, ses capacités pour plus 2, vous pouvez sacrifier un artefact ou vous défaussez d'une carte si vous faites ainsi piocher une carte. Donc là, c'est fort. Parce que dans tous les decks artefacts, globalement, c'est assez correct. Parce que de la draw, on en a toujours besoin. Sacrifier des artefacts, il y a des artefacts qui sont pas forcément intéressants quand vous jouez un deck artefact. Par exemple, si vous créez des lithoforces ou encore des cartes, suivant les decks que vous jouez, c'est pas des tokens essentiels que vous voudrez garder. Donc ça peut favoriser le fait de les détruire pour pouvoir piocher. Ensuite, pour 0, vous créez un véhicule 3-2 avec le pilote H1. Et pour -7, vous gagnez un emblème avec, à chaque fois qu'un artefact que vous contrôlez arrive sur le champ de bataille, cet emblème inflige 3 blessures à n'importe quelle cible. Du coup, dans les decks artefacts qui vont créer beaucoup, donc par exemple créer beaucoup de top tier, créer beaucoup de trésors, et ben en fait ça va être vraiment fort puisque vous allez pouvoir vite raser le board adverse sans vraiment que y ait de réponse, puisque les emblèmes vous ne pouvez pas les casser dans le jeu. Donc je trouve que l'emblème est très fort. Maintenant, faut 3 tours pour pouvoir le faire, puisqu'il faut faire 2 fois la capacité plus 2 et ensuite -7. À moins que vous le jouiez dans un deck Planeswalker, mais bon, là, je vois moins l'intérêt en l'occurrence. Mais je pense que ça reste un bon Planeswalker, et je pense qu'il faut voir ce qui se passera avec, mais je pense qu'il y a moyen de faire des trucs très sympas avec. Alors on entre dans le top 10 avec Plan Imparable. Alors Plan Imparable, c'est un artefact, un enchantement, pour 3. Au début de votre étape de fin, vous dégagez tous les permanents non-terrain que vous contrôlez. Et en fait, j'ai mis une image d'Urza à côté, parce que dans les decks artefacts, ça va être très fort, et encore plus fort dans les decks Urza, puisque Urza, sa capacité, c'est que vous pouvez engager un artefact dégagé que vous contrôlez et ajouter un mana bleu. Donc, globalement, c'est que, en gros, vous allez avoir 2 fois plus de mana, entre guillemets, puisque vous pouvez engager tous vos artefacts du tour pour faire du mana bleu, et à la fin de votre tour, vous les dégagez tous, donc vous avez potentiellement encore une dizaine de mana bleu en stock. Alors soit vous jouez plusieurs couleurs, et dans ce cas-là, vous pouvez avoir des réponses, soit vous jouez juste Urza mono bleu, et dans ce cas-là, vous pouvez avoir des contres, des trucs pour envoyer en main. Enfin vraiment, l'enchantement est très fort, parce que dégager tous ces permanents non terrain, ça veut dire y compris vos créatures. Donc les créatures, pour les decks qui jouent beaucoup de créatures, si jamais vous voulez faire une grosse phase d'attaque et derrière vous pouvez bloquer, l'enchantement est vraiment vraiment fort, je trouve, et encore plus fort dans les decks qui contiennent Urza, puisqu'en l'occurrence sa capacité est déjà forte, mais alors avec cet enchant ça devient vraiment, vraiment absurde. Ensuite on passe au top 9 avec Ovia, artisane automech. Alors Ovia, c'est une 1-2 pour 4, ce qui s'explique quand on lit son passif, puisque c'est à nouveau une carte politique entre guillemets,
puisque chaque créature qui attaque un de vos adversaires a le piétinement. Donc là, ça peut aider vos adversaires. Si par exemple, il y a un adversaire qui a besoin de toucher pour pouvoir faire un effet, ou qui joue des très grosses créatures et qui a juste envie de terminer plus rapidement la partie, et ben leur donner piétinement, ça peut être très très fort. Par contre, il faut qu'ils attaquent vos adversaires, donc en l'occurrence, ils peuvent attaquer uniquement les deux autres joueurs s'ils veulent que leur créature ait le piétinement. Mais ça reste une carte très très forte, puisque elle a sa capacité en dessous, qui est que pour un vert et vous l'engagez, vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de créature ou de véhicule de votre main. Si vous mettez un artefact sur le champ de bataille de cette manière, mettez deux marqueurs +1/+1 sur lui. Donc la capacité est juste absurde, hein, parce que il faut juste qu'elle survive un tour pour que vous puissiez l'activer. Et bah vous pouvez littéralement poser des trucs monstrueux. Faut juste pas des créatures qui disent quand, vous lancez ce sort, euh, parce que du coup ça marchera pas. Mais en l'occurrence, juste des très grosses créatures qui font que quand elles arrivent, font des effets. Bah c'est littéralement très très fort. Parce que pour un, vous pouvez par exemple mettre une créature à 6, 7, 8, 9, juste pour un seul mana. Et en plus, si c'est un artefact, il a avec deux marqueurs +1/+1 sur lui. Donc la créature sera boostée. Et ça va vous aider encore plus. Donc en l'occurrence, Ovia est très 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 forte, je trouve, et mérite bien cette place dans le top 10. Ensuite, on a le Charmonde Rugissant. Le Charmonde Rugissant, c'est une étoile 4 pour 3. Sa force est égale au nombre de terrains que vous contrôlez. Et à chaque fois qu'il arrive ou attaque, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, la mettre sur le champ de bataille engagé, puis mélanger. Alors, il va être fort, je pense, dans tous les decks verts, parce que pour 3, ça reste un artefact qui vous fait rampe. Il a pilotage 4, donc ça dépend des decks, c'est accessible dans beaucoup de decks, ça l'est un peu moins dans certains. Mais là où il va révéler son plus gros potentiel, ça va être dans les decks Landfall, puisqu'il va avoir une force vraiment démesurée, et que si vous arrivez à lui donner piétinement, ou si les adversaires n'ont pas de bloqueur, ça peut très vite partir en un one-shot, je pense, quand on joue Landfall, avec des decks comme Yuma ou encore Zimon, qui sont des decks qui vont chercher beaucoup de land. Et du coup, je pense que c'est un très bon artefact qui a sa place dans les decks verts, alors plus mono vert que bicolore vert. Et les decks Landfall, je pense qu'il est quasiment obligatoire, hein, et il est très 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 fort. Ensuite, en 7ème position, la baie de reconversion. Alors la baie de reconversion, c'est un artefact bleu qui coûte 3 et sa capacité coûte 2, vous l'engagez, vous sacrifiez un autre artefact, cherchez dans votre bibliothèque une carte d'artefact avec une valeur de mana égale à 1, plus la valeur de mana de l'artefact sacrifié, vous la mettez sur le champ de bataille puis vous mélangez. N'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Alors la carte s'est fait nerf par le fait que vous puissiez le faire que lorsque vous pourriez lancer un rituel, donc vous pouvez pas le faire en éphémère. Elle coûte 5, enfin la capacité coûte 5 si vous voulez la jouer et l'activer direct. Mais ça reste extrêmement fort puisque vous allez sacrifier n'importe quel artefact, aller chercher une carte avec égale à son coût +1 et vous pouvez la mettre sur le champ de bataille. Donc vous pouvez aller chercher littéralement des artefacts qui peuvent retourner la game ou des trucs vraiment absurdes. Je pense par exemple à Darksteel Forge. Alors oui, ça coûte 9, mais vous rendez tous vos artefacts indestructibles. Vous pouvez aller chercher le Lycéen de Métropole qui coûte 8, il me semble, si je dis pas de bêtises. Quand il arrive, vous pouvez détruire un permanent non terrain ciblé qu'un adversaire contrôle. Il y a beaucoup d'artefacts très sympas, je pense, à aller chercher quand on joue artefacts. Ou même des artefacts spécifiques, même pas forcément hyper chers, comme des mana rock, ou encore l'horloge débridée, il me semble, si je dis pas de bêtises, qui fait que vous dégagez tous vos artefacts à la fin du tour. Donc vraiment, il y a des très très bons trucs à faire avec cette carte. Et je pense que c'est un très bon artefact en bleu qui entrera dans la plupart des decks bleus qui jouent artefact. En 6ème, j'ai regroupé les Bilands, puisque si je les avais tous mis un par un, ça aurait été très très long pour rien. Du coup, les Bilands, bah, c'est la continuité de ceux qui étaient dans Duskmourn. Ils sont très bons. Clairement, moi je joue ceux de Duskmourn, je les trouve très très bons ceux de Duskmourn. Donc du coup, le fait d'avoir la suite, bah c'est très cool. Parce que bah c'est les 5 bicolorités qui manquaient. Donc du coup, c'est comme s'ils remplaçaient un terrain de base, on va dire. Ce qui fait une couleur. Et ensuite, si vous avez un des deux types de terrain de base de la bicolorité, vous pouvez prendre l'autre couleur. Donc par exemple pour le blanc-noir, il fait du noir. Et si jamais vous avez une plaine ou un marais, il fera du blanc.
Donc ils ont juste pas les terrains de base, donc enfin les types de base, donc vous pouvez pas aller les tutos malheureusement. Mais il reste des très bons lands qui je pense sont jouables et accessibles dans tous les decks où vous jouez bicolore. En 5, j'ai mis les carcasses mécaniques. Alors les carcasses mécaniques, je les ai regroupées également, parce que idem, ça aurait été trop long si je les avais tous mis une par une. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils sont tous bons globalement, mais il y en a quand même une qui sort du lot, et c'est la blanc-bleu. Puisque la blanc-bleu, pour 5, vous allez avoir une 2-5 double initiative prouesse, donc très bonne stat. Et quand elle arrive, pour chaque adversaire, vous allez mettre jusqu'à un permanent non terrain ciblé qui contrôle en 3ème position à partir du dessus de sa bibliothèque. Donc, en gros, dès que vous allez la jouer, enfin dès qu'elle va arriver, vous allez prendre n'importe quel permanent non terrain, vous allez mettre en 3ème position à partir du dessus de son deck. Donc dans les decks Blink, elle va être littéralement monstrueuse en multi, puisque par exemple dans un deck Brago ou encore dans un deck avec le conseil, et bah du coup, la carte va être vraiment absurde puisque vous allez pouvoir la blink potentiellement plusieurs fois par tour. Et en fait, vous allez juste faire stacks les gens. Alors, je sais que c'est une mécanique qui plaît pas à tout le monde puisque c'est pas très fun. Mais clairement, la carte est littéralement débile, hein. Elle est très 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 forte. Et du coup, je pense qu'elle méritait sa place dans le top. Concernant les autres, elles sont toutes à peu près correctes. SO quand même à la vert rouge qui en gros est une sorte de finisher puisque pour 6 ça va être une 7-7 vigilance menace et quand elle arrive les autres créatures que vous contrôlez gagnent plus 2 et acquièrent la vigilance et la menace jusqu'à la fin du tour. Les blessures ne peuvent pas être prévenues sur ci, donc ça en plus vous allez jouer ça dans un deck grul, donc vous allez avoir normalement beaucoup de grosses créatures qui tapent déjà fort et leur donner vigilance menace et sachant que les adversaires ne peuvent pas prévenir les blessures. C'est vraiment très très fort. Et donc je pense qu'elle a aussi bien sa place dans le top. Les trois autres, légèrement moins bonnes, mais ça reste quand même des bonnes mythiques, je trouve. Donc si vous voulez les lire, n'hésitez pas à faire pause. En 4ème position, le lourdeau des beuglards. Alors le lourdeau des beuglards, c'est une 2-3 avec allumer les moteurs pour 3. Et il fait que les autres gobelins que vous contrôlez ont la célérité. Et au début du combat, pendant votre tour, vous créez un gobelin 1-1 rouge et il attaque à chaque combat si possible. Donc comme il aura la célérité, il sera obligé d'attaquer. Mais n'empêche que donner célérité à tous ces gobelins pour 3 mana et en plus faire au moins un token lors de la phase d'attaque, c'est déjà très fort. Et en plus, si jamais vous avez la vitesse maximum, donc la vitesse maximale, c'est la vitesse 4. Et quand vous êtes à vitesse 4, vous pouvez l'engager pour ajouter un rouge pour chaque gobelin que vous contrôlez. Donc là, si vous avez la vitesse maximale, la carte est juste absurde. Parce que, en gros, dans un deck gobelin, vous allez au moins faire une dizaine de mana, logiquement. Et du coup, je pense que les decks gobelins n'avaient pas forcément besoin de cette carte. Les decks gobelins étaient déjà forts. Mais alors là, franchement, je pense que si vous jouez gobelin, c'est un must-have à avoir. Il est hyper fort. Et franchement, non, il mérite cette place de 4ème. Et on rentre dans le top 3 maintenant avec Sab Zunen, le Luxa incarné. Alors, je sais pas ce qu'ils ont avec les cartes bleu-vert depuis quelques extensions. Entre MH3 où il y a eu Nadu qui s'est fait ban. Ensuite, il y a eu Duskmourn avec le préconstruit Zimon qui est juste absurde. Et maintenant, ce dieu. Pour 5, vous avez une 6-6, portée piétinement indestructible, donc stat très très bonne. Il peut pas attaquer ni bloquer à moins qu'il n'ait un nombre pair de marqueurs +1/+1 sur lui. Et au début de votre première phase principale, mettez un marqueur +1/+1 sur Sab Sunen, puis s'il y a un nombre impair de marqueurs, piochez 2 cartes. Donc en gros, ce qui se passe c'est que quand vous allez le jouer, il pourra bloquer, donc puisqu'il aura 0 marqueur. Sachant que 0 est pair, du coup, il pourra bloquer. Et ensuite, le tour d'après, au début de votre première phase principale, vous mettez un marqueur sur lui. Il a un nombre impair, vous piochez 2 cartes. Si jamais vous jouez cette carte dans des decks marqueurs +1/+1, qui mettent des marqueurs +1/+1 sur leur créature, et ben en fait, ce que vous pouvez faire, c'est que première phase principale, vous mettez obligatoirement un marqueur sur lui, vous piochez, il a un nombre impair. Ensuite, vous trouvez le moyen de mettre un marqueur sur lui pour qu'il puisse attaquer ou potentiellement bloquer. Et derrière, tour d'après, ça repasse à un pair, vous repiochez 2 et ainsi de suite. Donc dans les bons decks, vous pourrez faire les 2 capacités en un seul tour.
Et du coup, c'est là où il est très très fort, puisque en plus il a portée piétinement indestructible. Donc si vous jouez ça en commandant par exemple, il va vite arriver à 21 de force. Donc si jamais les adversaires peuvent pas bloquer, bah vous les tuez. Et si jamais ils peuvent bloquer, le piétinement fait que vous allez mettre énormément de dégâts de commandeur. Et du coup, c'est un excellent jeu, une excellente carte, et qui mérite largement sa place dans ce top 3. Ensuite, on passe au top 2 avec le noyau mendiant Guide Luxe. Alors, ça s'est joué avec le top 1 que vous verrez juste après, puisque les deux cartes, je les trouve excellentes. Alors, je l'ai mis en deuxième, puisque c'est une étoile 3 pour 2. Sa force est égale au nombre d'artefacts que vous contrôlez. Alors, dans un deck artefact, bah, inutile de préciser que sa force va être très élevée. Il coûte que 2 mana. Il a allumé les moteurs, donc si vous n'avez pas de vitesse, vous commencez à 1 et jusqu'à vitesse 4, comme avec le gobelin tout à l'heure, c'est la même chose. Et lui, quand il a vitesse maximale, à chaque fois que vous lancez un sort d'artefact, vous pouvez payer 1, et si vous faites ainsi, vous le copiez. Alors du coup, bah en gros, la carte est juste broken, puisque une fois que vous avez la vitesse maximale, dès que vous allez lancer un artefact, vous payez 1, vous en faites une copie. Donc tous les artefacts qui seront légendaires, s'ils ont des triggers d'entrée, donc ils se feront. Par contre après, comme c'est légendaire, vous serez obligé d'en sacrifier un. Mais pour tous les artefacts qui ne sont pas légendaires, et ben vous allez obligatoirement en faire une copie, puisque payer un mana pour faire une copie d'un artefact, c'est très fort. Vous allez, je pense, souvent le payer. Surtout si vous jouez des très gros artefacts qui sont pas légendaires et qui sont très très forts. Et pourquoi je l'ai mis en deuxième? C'est puisque comme il est légendaire, vous pouvez le jouer en général. Et le fait que vous puissiez le jouer en général, c'est ce qui le rend encore plus fort, je trouve. C'est sur le fait que du coup, si jamais il meurt, alors il coûtera 2 de plus, hein, c'est la mécanique des généraux. Mais comme il coûte 2 de base, imaginons que vous arriviez à faire vitesse maximale. Et ben votre vitesse maximale ne disparaît pas, hein. C'est comme un emblème, c'est votre vitesse maximale. Et là, vous ne pouvez pas la perdre, à moins qu'il y ait quelques cartes qui disent retirer 1 de vitesse. Je sais que j'en ai vu une ou deux, mais vous les verrez quasiment jamais en commandeur, je pense. Du coup, en gros, vous le rejouez pour 4, vous avez déjà la vitesse maximale. Donc derrière, dès que vous lancez un artefact, vous avez juste à payer 1 direct pour que vous puissiez le copier. Donc il est vraiment excellent. Excellent général, excellente carte à jouer dans les decks artefacts, donc je l'ai mis en deuxième, même si ça s'est vraiment tapé avec le premier. Et du coup, on va voir le premier maintenant. La première place revient au Vélocipède tonitruant. Le Vélocipède tonitruant, c'est une 5-5 piétinement pour 3 avec pilotage 3, donc c'est un véhicule. Pilotage 3 est quand même accessible, je pense, dans la plupart des decks. Et il fait que chaque autre véhicule et chaque autre créature que vous contrôlez arrive avec un marqueur +1/+1 supplémentaire sur eux si leur valeur de mana était inférieure à ou égale à 4. Sinon, ils arrivent avec 3 marqueurs +1/+1 supplémentaires sur eux. Donc là où c'est très fort, c'est que dans tous les decks où vous jouez pas mal de créatures et pas mal de véhicules, bah en gros, ils vont tous arriver avec des marqueurs, au moins un. Et si jamais leur valeur de mana est supérieure à 4, ils arrivent avec 3 marqueurs +1/+1 supplémentaires sur eux. Et du coup, ça fait que bah, ça va booster toutes vos créatures. Dans les decks marqueurs, il va être excellent. Et même en dehors des decks marqueurs, je pense que tous les decks où vous jouez au minimum une trentaine de créatures, ou même de véhicules, si vous jouez une vingtaine de véhicules et à côté des créatures, je pense que franchement, la carte, elle est indispensable, clairement. Ça met des marqueurs facilement. Il coûte que 3, vous n'avez pas besoin de le piloter pour que l'effet se fasse. Donc la carte est vraiment excellente. Et je trouve qu'elle a un gros potentiel pour les decks cascades. Puisque les decks cascades, bah, vous allez lancer la première carte de votre main. Et derrière, vous allez cascade. Et si vous avez de la chance, vous pouvez cascade plusieurs fois sur plusieurs choses d'affilée. Et du coup, les créatures arriveront avec des marqueurs sur eux. Et arriveront déjà buff. Et du coup, c'est pour ça que je trouve la carte encore plus forte. Déjà que dans tous les decks verts, je pense qu'elle est plutôt rentable. Et ben là, franchement, dans un deck cascade, à mon avis, elle fera largement le taf et elle sera encore plus forte. Donc voilà, c'était mon petit top 15 des pépites d'Aether Drift. Alors, je voulais pas faire trop long non plus. Je pense qu'on doit être déjà à une vingtaine de minutes. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Je vais essayer de continuer comme ça. Pour l'instant, le rythme, là, il était un peu rapide parce que, enfin, surtout entre la vidéo présentation et celle-là, puisque je voulais vraiment sortir avant samedi cette vidéo. Maintenant, il y aura sûrement les guides pour débutants et autres qui sortiront peut-être un peu plus lentement.
Ça serait bien qu'il y en ait au moins un ou deux par semaine dans l'optique. Je vais essayer de voir comment je peux faire. Donc, pour pas les rater, l'abonnement, la cloche, vous n'hésitez pas, ça ferait plaisir. Je suis là avant tout pour partager ma passion, mais c'est vrai que si vous pouvez partager à plus de gens pour que justement la passion se partage encore plus, ça serait vraiment excellent et je vous en remercierai énormément. C'était le commandant, à plus.